Donc, bonjour à tous pour porter ce premier débat de la journée dont je donne le libellé. Cyril, aménager sans dégrader l'environnement, peut-on concevoir des projets parfaits ? C'est tout un programme après ce qui vient d'être dit. Pour porter ce premier débat, donc 4 intervenants sont réunis autour de moi et face à vous. Alors tout d'abord Béatrice Agamemnon. Donc je vais démarrer par Isabelle qui est à droite. Pardon, je regardais. Isabelle Spiegel est vice-président environnement et membre du comité exécutif de Vinci, leader mondial des métiers de construction et concession. Isabelle a plus de 25 ans d'expérience dans le conseil en développement durable, à la fois sur l'analyse d'impact environnemental de produits et services, au sens de l'analyse du cycle de vie, mais aussi sur l'évaluation environnementale de projets d'infrastructure. Antoine Gattet, président de la Fédération nationale France Nature Environnement depuis juin 2023, juriste en droit de l'environnement, spécialisé en démocratie environnementale, droit pénal de l'environnement, droit minier contentieux, militant depuis 25 ans en Limousin, puis Nouvelle-Aquitaine, puis au niveau national, conseiller au Conseil économique et social et environnemental, où il représente FNE. Laurent Michel, qui est président de l'autorité environnementale depuis juillet 2023, dans une carrière au sein de l'État depuis 1991, dans les domaines de l'industrie, de l'environnement et de l'énergie, dans les territoires, puis en direction d'administration centrale et maintenant à l'AE nationale. Il y a été confronté aux enjeux d'articulation de la protection de l'environnement avec les politiques publiques et les projets de procédure, contrôle, planification. Béatrice Agamemnon, qui est ingénieure en chef des ponts, des eaux et des forêts, qui est actuellement directrice du CEREMA Est. Elle a assuré plusieurs fonctions de maîtrise d'ouvrage, de grands projets d'infrastructure. Elle a, pour le compte des services de l'État, elle est adjointe au maire de Metz. Elle est vice-présidente mobilité transport de l'Eurométropole de Metz. Ce qui lui a donné l'occasion de piloter un certain nombre de projets d'infrastructure, de projets d'aménagement, projets d'infrastructure, de transport, en particulier de mobilité active. Voilà pour cette table ronde. Quelques mots d'introduction que nous avons travaillé ensemble, tous les 5, comme le reste du débat, pour nous conduire dans le vif du sujet, si c'était nécessaire. Vous m'excuserez, certaines redites par rapport à ce qui a pu être dit juste avant. La démarche d'évaluation environnementale, elle a bien comme objet de prévenir les incidences environnementales d'un projet susceptible d'en avoir. Comme nous le sommes dit, tous les projets menés sur les territoires et qui construisent en fait les territoires n'ont pas forcément d'incidence importante sur l'environnement, ce qu'on appelle dans notre jargon d'incidence significative. Vous comprendrez tous. Juridiquement, cette démarche est d'abord là pour éviter les incidences sur l'environnement, pour réduire les impacts résiduels ensuite, voire les compenser si on n'a pas pu faire autrement. Dans un contexte de monde fini et de limites planétaires, la seule réduction commence à rencontrer ses limites, par exemple dans le domaine agricole et des pollutions. Rappelons les caractéristiques de cette démarche d'évaluation environnementale, son caractère proactif, continu, l'itération de la démarche d'évaluation environnementale, qui est vraiment une caractéristique intrinsèque de la confrontation qu'elle représente avec les attendus ou bases de la prise en compte de l'environnement. L'itération avec l'autorité environnementale telle qu'elle se construit, qui challenge les projets en quelque sorte, qui met au défi. La progression qui en résulte, on pourrait rajouter entre parenthèses normalement, l'évitement, la sobriété, tout au long du projet. Parce que cette démarche, rappelons-le, se poursuit pendant toute la vie d'un projet. Mais il semble, ou je pourrais dire et il semble, que l'intérêt de l'évaluation environnementale et de la prise en compte de l'environnement soit opposé au temps qu'elle prend, soit
qui est de plus en plus long. Ça a été rappelé en introduction par monsieur le sénateur. Surtout la consultation du public, d'ailleurs. Soit opposée au coût qu'elle représente, notamment du fait des études et peut-être aussi de la consultation du public, et au compte à rendre, notamment au public. Est-ce qu'on est dans une situation de dérive de cette démarche et de la façon dont elle se met en œuvre pour des projets qui peut-être ne seraient pas vraiment meilleurs? C'est des questions qui se posent. Alors, rentrons vraiment là dans le débat. La démarche d'évaluation environnementale n'est en effet pas une démarche en chambre. Elle comprend encore, si j'ose, une consultation du public, temps d'exercice de la démocratie participative qui porte sur un champ plus large que l'environnement, environnement qui inclut pour mémoire déjà, bien évidemment, la santé humaine, le climat, le changement climatique, ça a été rappelé tout à l'heure, et qui porte sur un champ donc plus large que l'environnement. Quel objet, quels apports, quelles contraintes peuvent peut-être de cet aspect de la démarche d'évaluation environnementale? Premiers éléments de réponse de par Isabelle. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, c'est plutôt du témoignage que je vais apporter sur la manière dont, dans les grands projets, qu'on soit maître d'ouvrage, comme c'est le cas dans les aéroports ou Vinci Autoroute, je dirais, ou directement constructeur, on se retrouve à devoir faire le projet avec une partie qui est très largement perçue comme une contrainte de mettre en œuvre en fait les prescriptions d'évaluation environnementale et notamment les aspects de concertation avec le public. Et c'est vrai que le premier point, c'est qu'il faut pour nous le prendre plus en amont possible, parce que très souvent, quand on arrive, nous, en tant qu'entreprise, travaux, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été définies, décidées, etc., et sur lesquelles on ne peut plus nécessairement jouer beaucoup. Donc finalement, la mise en œuvre du tempo de l'évaluation environnementale et des principes éviter, réduire, compenser, tous les acteurs ne sont pas toujours autour de la table suffisamment en amont. Et ensuite, les propos qu'on a entendus en introduction résonnent énormément, puisqu'on va s'adresser à un public. Ce qu'il faut toucher, c'est effectivement le public qui est concerné directement par les travaux. Et j'ai malheureusement, dans les retours d'expérience, en fait, beaucoup de cas dans lesquels on va mener des réunions publiques, par exemple, à 18h le soir. 18h le soir, on a une partie de la population. Est-ce qu'on a réellement tous ceux qui sont concernés par les projets? Et puis on répète, parce qu'en fait, on reprend le même horaire qui est pratique pour un certain nombre d'acteurs, mais pas nécessairement tous. Donc ça, c'est des retours qu'on a un peu terrain, quand on va après faire du porte-à-porte et se dire, ah bah oui, il y a un tel qui n'a pas pu venir pour simplement ces questions-là. Et puis, c'est l'échelle très largement territoriale en fait, du projet. Donc, oui, bien évidemment, il faut l'inscrire dans la planification nationale. Et alors là, merci beaucoup pour toute la partie qui a été adressée sur la partie énergie renouvelable. Mais c'est bien dans l'ensemble du territoire. Et pourquoi on va faire une différence entre un projet de transport public, par exemple, ligne de métro dans le Grand Paris Express, où globalement on n'a pas beaucoup de sujets de pure confrontation en fait sur l'intérêt du projet, et puis on en a très vite sur des projets de tunnels routiers par exemple. Le métro apporte des bouches de métro un petit peu partout et un intérêt très vite économique qui est expliqué comme ça aussi à la population. Vous allez avoir plus de connectivité, de mobilité, etc. On s'est rendu compte par exemple sur l'A86 en Ile-de-France qu'au départ on connectait l'ouest parisien avec le nord-est ou l'ouest avec le sud-ouest sans forcément penser aux populations locales qui, en premier intérêt avec moins de nuisances, moins de risques de trafic, de bruit, etc. Mais finalement, le projet, quand il a été pris avec la concertation publique, ça a été aussi de recréer des échangeurs pour alimenter, on va dire, et que les populations plus locales traversées par ce tunnel puissent bénéficier, un peu façon métro, avec un pointillé d'accès en fait, à cette nouvelle infrastructure. Donc finalement, on avait oublié une partie des clients, on va dire, directement utilisateurs ou qui pouvaient être utilisateurs de cela. Bonjour à tous, tous mes meilleurs voeux d'ailleurs, on est encore dans les temps.
On parlait du sujet de l'aspect concertation dans le cadre des grands projets et puis de l'impact de l'évaluation environnementale. Alors personnellement, moi j'ai travaillé dans différentes sphères, hein, vous l'avez compris, à la fois publique, technique et politique. Il faut quand même pas oublier que les projets répondent d'abord à un besoin des territoires. Un besoin des territoires qui soit économique, de désenclavement de territoires peu denses, d'offrir des mobilités alternatives à la voiture, etc. Et aujourd'hui, on a un impératif il faut qu'il réponde à la transition écologique, à la transition énergétique. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut réinterroger la population en permanence sur la manière de se déplacer, la manière de se mouvoir. Alors là, je parle de projets de mobilité, mais ça peut être le cas de tout projet. Et puis, il faut aussi la réinterroger sur les innovations techniques. Aujourd'hui, on parlait à l'époque, par exemple, de routes. Les routes servaient de support aux mobilités plutôt polluantes, etc., émettrices de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, les routes sont plutôt des supports de mobilité douce, etc. On parle de routes électriques, on parle de nouvelles innovations pour faire en sorte que ces routes soient plus connectées, soient plus efficaces. Voilà, donc il faut ne pas oublier ce sujet innovation. Et ce qui fait que ce moment de concertation, pour moi, est un moment essentiel. Alors moi, j'ai eu l'habitude, sur tous les projets que j'ai menés, de passer des mois et des mois en concertation. Ce ne sont pas des mois perdus, ce sont des mois qui sont gagnés, puisque ça permet d'entendre tous les partis, d'élargir les thématiques, d'élargir les problématiques, faire comprendre tant aux citoyens lambda quel va être l'impact de ce projet pour lui au quotidien, jusqu'à aller travailler avec des associations comme France Nature Environnement ou autres pour voir si le projet s'inscrit dans des politiques publiques qui soient légitimes et pour qu'il puisse être accepté. Alors, ce temps de concertation, il est vraiment très important. Il y a plusieurs types de modalités de concertation. Alors, une modalité plus classique, réunion publique, comme on a aujourd'hui cette session. Moi, j'allais même voir les gens faire des tables ouvertes pour demander au Kidam à amener les plans chez lui pour lui dire, voilà, ça va être cet impact pour vous, comment voyez-vous les choses, etc. Donc, il faut vraiment qu'on raisonne à différentes échelles. Et ce temps de concertation, il est important, à la fois pour réinterroger les études. On a toujours tendance à prendre des projets qui sont dans les cartons. La plupart des grands projets que j'ai travaillés pour les services de l'État étaient plus vieux que moi. Je vous laisse deviner mon âge. Donc, ça vous donne quand même... on est au demi-siècle, quand même. Donc voilà, ça veut dire que ce sont des vieux projets. Et aujourd'hui, on n'est pas là pour faire des projets du XXe siècle, on est là pour faire des projets du XXIe siècle et qui répondent aux réels besoins actuels. Donc c'est vraiment important de réinterroger à chaque fois le projet, d'être challengé. Et c'est là aussi que l'évaluation environnementale est importante parce qu'on nous challenge en permanence. Et je peux dire que pour un maître d'ouvrage, c'est compliqué des fois. On ne sait pas apporter les réponses, ça nécessite des études très longues. Donc il faut qu'on soit réactif et c'est vraiment un challenge pour nous de répondre à tout l'ensemble de ces objectifs. Mais voilà, il nous faut pour nous réinterroger le projet, voir s'il répond aux besoins réels des territoires et il faut arriver à faire tout ça dans un temps qui soit suffisamment rapide pour que les solutions qu'on arrive à concevoir, à partager et sur lesquelles on arrive à converger, eh bien, elles soient plus obsolètes dans quelques mois. Voilà, donc on a toujours cette problématique là de concertation. Et je voulais rajouter un sujet qui m'intéresse particulièrement parce qu'aujourd'hui, on a des grands projets de l'État qui mettent un certain temps à se faire, mais on a aussi un temps politique par ailleurs. Il ne faut pas oublier que les élus, ils ont un mandat. Donc, en général, en 6 ans, si le projet n'est pas fait, ça peut leur poser quelques difficultés. Voilà, donc on a toujours cette confrontation entre un projet qui est rechallengé à la fois par l'évaluation environnementale, par le citoyen qui interroge, par les associations, etc. Et puis, une volonté en parallèle de mettre ça en œuvre rapidement pour répondre à tous les besoins des territoires. Et je voudrais seulement préciser un point qui ne sera peut-être pas après. Véronique Wurmser l'a dit, il faut travailler sur la concertation tout au long du projet. Il faut travailler cette évaluation tout au long du projet. Et c'est ce qu'on fait, et tous les maîtres d'ouvrage, on le fait. Je vois ma collègue, elle le fait quotidiennement. Mais il y a quelque chose qu'on oublie toujours, et je pense que l'autorité environnementale ne dira pas le contraire. Il faut aussi avoir le courage de réinterroger le projet une fois qu'il est réalisé.
voir s'il répond à l'ensemble des objectifs qu'on lui a assignés, voir s'il est toujours d'actualité, voir s'il ne peut pas être amélioré, etc. Bonjour à toutes et tous. Pardon pour ma toux, j'ai l'habitude de passer 2 jours à Paris par semaine, et là je vais passer la semaine entière et je pense que mon corps n'a pas apprécié. On l'a dit tout à l'heure, l'évaluation environnementale, c'est un processus, c'est une démarche, et dans le processus, la question démocratique a une place importante, en particulier parce qu'on est face à une rencontre entre un projet et un territoire, et on a tendance parfois à oublier que certains grands projets arrivent sur des territoires sur lesquels se déploient déjà des projets, et c'est en ça qu'on a parfois des conflits qui naissent. Les territoires sont aussi des maîtres d'ouvrage de leurs propres projets, de projets qui ne sont pas soumis à évaluation environnementale parce que ne sont pas forcément des projets impactants par nature sur l'environnement. Et on a une multitude de projets qui sont en cours à l'échelle territoriale, portés par la population, portés par les associations environnementales, des projets qui peuvent être des projets économiques, des projets qui peuvent ne pas être des projets économiques, comme par exemple la gestion d'une réserve naturelle, la gestion d'un espace naturel sur lequel les écoles viennent découvrir et se sensibiliser à la nature. Donc en fait, on est sur cette rencontre-là. L'objectif de France Nature Environnement et des associations qu'on fédère, de nos 6200 associations, c'est pas d'être opposant à des projets. Moi, je suis assez fatigué de ça, c'est-à-dire d'être essentialisé dans un rôle d'opposant. L'article 1 des statuts de France Nature Environnement, c'est pas France Nature Environnement a pour objet de s'opposer à tout projet territorial. Notre objectif, c'est de protéger l'environnement. Et on essaye de le dire beaucoup sur les territoires. Très souvent, on n'est pas des opposants. On est en réaction à des projets de développement territorial qu'on est en train de mener territorialement, avec des projets qui viennent s'opposer, eux, à un modèle territorial de développement qu'on est en train de mettre en place. Donc quelque part, on a tendance, quand les médias viennent nous voir, alors vous les opposants, vous en pensez quoi? De dire, écoutez, nous on ne s'oppose à rien, c'est ce projet-là de méga fermes industrielles qui s'oppose au développement de l'agroécologie sur ce territoire-là. C'est ce projet d'usine à pellet torréfié qui s'oppose au développement de filières forestières durables sur ce territoire-là. Et donc il faut travailler pour éviter cette essentialisation des acteurs et pour bien intégrer la légitimité de chaque acteur, apporter son regard territorialisé et son regard en particulier son expertise territoriale qui n'est pas forcément économique. Et en ça, on essaye nous aussi de faire en sorte de bien différencier la communication. On est approché en tant qu'association par des porteurs de projets, des gros, je vous en cite un, c'est EDF par exemple, qui vient nous voir sur le territoire en disant « je vais lancer une démarche de concertation » et en fait on l'écoute 5 minutes et on lui dit « bon, on va s'arrêter là parce qu'en fait c'est pas une démarche de concertation, c'est une démarche de communication ». C'est-à-dire vous êtes venu nous expliquer le projet, vous n'êtes pas venu discuter avec nous sur la faisabilité, l'intérêt du projet pour le territoire, vous êtes venu nous expliquer ce que vous allez faire parce que vous avez acquis et l'État vous a donné ou l'État est propriétaire de ces parcelles en particulier. Donc on essaye de distinguer la communication de la concertation, qui doit être une concertation très en amont, c'est-à-dire qui inclut l'ensemble des parties prenantes par rapport à un projet qui est de façon plus globale un projet de territoire, de la participation, qui est encore autre chose. La participation, c'est la participation à un projet de décision publique en général, c'est-à-dire une collectivité territoriale a un projet et va associer l'ensemble de ses administrés à la définition de cette décision-là. Et aussi à ce terme d'acceptabilité que moi j'aime pas en fait. Je vais vous le dire franchement, j'aime pas ce terme-là parce que l'acceptabilité des projets, ça veut dire qu'on a décidé d'un projet et on va essayer de faire en sorte qu'il soit acceptable pour les territoires. Si on part comme ça marche pas. Par contre, si on construit collectivement les projets qui sont les projets adaptés au territoire dans le cadre des planifications, Nicolas l'a très bien dit, globales, là on arrive à construire quelque chose collectivement. Et je finis là-dessus. Ne jamais oublier qu'un territoire, c'est des humanités et que ces humanités-là, elles sont en général regroupées dans des associations. Enfin, nous, on porte beaucoup la liberté associative et le cadre associatif comme cadre d'action collective. Toutes les personnes intéressées aux questions environnementales, aux questions de nature, sont regroupées dans des associations de protection de la nature. Elles ont de la connaissance sur les papillons, sur autres. Elles font des actions d'animation territoriale. Elles ont cette expertise territoriale. Toutes les personnes intéressées aux questions énergétiques sont regroupées dans des associations qui concernent les questions énergétiques. Les personnes qui sont intéressées par la question de mobilité sont regroupées dans des associations de promotion du vélo, même dans des associations de promotion de la voiture, parce qu'il y en a aussi. Et qu'au travers de l'ensemble de ces associations, on a une organisation sociale qui est le premier lieu
pour aller voir l'expertise organisée des citoyens organisés sur ces sujets-là. Voilà. Oui, alors beaucoup a été déjà dit dans ce premier tour. Je ne vais pas tout répéter, mais peut-être quelques points d'éclairage qui m'interpellent. Dire, bon, je crois que c'est important de dire l'évaluation, Véronique l'a dit, processus continu, l'évaluation environnementale est indissociable de la conception à la réalisation du projet. On dit beaucoup, à juste titre, et dans les AE ou partout, le début compte beaucoup. Les options, choisir des options sobres avec évitement des zones, mais si on peut choisir une infrastructure qui apporte le même service en étant un peu moins large, etc. Voilà, ça, ce début compte. Et je trouve, après quelques 18 mois d'autorité environnementale, aussi de voir que la suite et le déroulé comptent tout autant. On a des projets dont, au-delà même des procédures de la concertation, la réalisation technique, s'il n'y avait que ça, les projets eux-mêmes sont longs, parce qu'il y a des étapes de financement, d'affinage, et on en voit beaucoup à l'autorité environnementale, par exemple, les zones d'aménagement concerté, ou les routes ou les chemins de fer, il y a une DUP et après, il faut affiner le projet avec autorisation environnementale, la vraie réalisation. Et là, c'est vraiment important. On va le dire, il y a diversité, hétérogénéité. C'est quelque chose, on s'y attache beaucoup à l'autorité environnementale, de regarder si l'affinage ensuite a vraiment permis de préciser ce qui ne pouvait pas l'être à l'instant T et de choisir les options en connaissance de cause. Après, ce sont vous pas, mais... Et ça, on s'y attache beaucoup dans les avis d'AE à dire, quand on est au deuxième avis, de dire ça s'est affiné, ou au contraire, il y a encore des lacunes. Ce n'est pas pour le plaisir de noter le projet, c'est parce que je crois que c'est vraiment très important. Deux autres points pour finir. Est-ce que Véronique a dit, est-ce que les projets sont meilleurs ou pas? Là aussi, je crois qu'on a toute une palette de sujets à voir. On progresse, oui, sur des méthodes et des outils, même des concepts. Sur la biodiversité, quand j'ai commencé en inspection des installations classées il y a plus de 30 ans, il n'y avait pas grand monde qui faisait des études d'impact de plus de 40 pages. Là, c'était vraiment trop petit. Mais on s'intéressait à pas grand-chose. Même aujourd'hui, sur une zone industrielle existante, on regarde ce qui reste comme biodiversité ou comme biodiversité ordinaire. Voilà, on se pose des tas de questions et il y a des outils. En même temps, ça n'empêche pas sur ce sujet des mauvais choix dès le début ou de mauvaises réalisations. Et puis, on se focalise beaucoup sur des gros projets ou moyens, mais ça grignote sur le diffus. Idem sur les sujets plus récents qu'on qualifie d'émergents, qui à mon sens ne devraient plus l'être, la prise en compte du climat, des émissions de gaz à effet de serre dans le projet. Voyons à l'autorité environnementale des choses absolument remarquables, ou même pour 6 000 tonnes émises par le projet, en analyse de cycle de vie, c'est tout détaillé, et il y a des projets, des idées, le maître d'ouvrage vous dit, ça c'est ma base et je vais faire moins 25%, et puis il y en a d'autres qui parfois sont encore à dire que c'est négligeable, et le calcul est en plus faux, mais bon, très très faux, on va dire, au-delà des incertitudes. De même, aussi, mais il faut rester optimiste, un vrai sujet là pour le coup très émergent, même si on le sait, mais techniquement il commence à apparaître dans les dossiers, c'est l'adaptation au changement climatique. On commence à voir, par exemple, sur des zones d'aménagement concerté, des vraies analyses amont, avant, après. On améliore les îlots de chaleur urbains dans le projet. Donc ça veut dire que meilleur ou pas, ça veut dire qu'on a assurément beaucoup de projets. Je finirai par ça, sur le processus. Beaucoup l'ont évoqué. Je dirais qu'il soit à la fois technique ou consultatif. Moi, je suis persuadé que dans l'idéal et dans beaucoup de cas, c'est perdre du temps en amont pour en gagner en aval. Si on se pose cette question, on nous renvoie toujours. Voilà. Passer du temps en amont. Oui, voilà, passer du temps en amont pour en gagner en aval, dans une ambiance où, je ne dirais pas que winter is coming, parce que le sénateur Dantec a sa liberté de parole, mais où chaque procédure est française, je ne sais pas si dans les autres pays, est censée être le responsable de tous les retards et des difficultés du pays. Je prends un exemple de ma vie passée à DGEC. Un jour, on s'est dit, bon, faudrait passer plus de temps sur les inventaires du milieu marin avant le choix des zones, des enjeux environnementaux, avant le choix des zones pour l'éolien en mer, que de les choisir, d'attribuer, après de dire le porteur de projet va faire tous les inventaires.
Alors, je ne dis pas que c'est parfait, puis maintenant, ce n'est plus mon affaire, mais c'était le raisonnement qui était là, et Dieu sait que faire des inventaires sur la biodiversité en milieu marin, c'est long et cher. Mais c'était ça l'idée, et je pense que beaucoup de maîtres d'ouvrage le font, et ça vaut aussi pour la concertation, l'échange. Il ne faut pas d'ailleurs on ne dissocie pas la technique, la nature du projet, les choix de l'échange. Parce qu'on voit bien qu'ils se nourrissent dans une complexité, parce qu'on peut avoir, l'acceptabilité, pas beau terme, mais ou consensus. D'ailleurs, on ne sait pas ce que ça veut dire. En préparant un dossier pour l'autorité environnementale, j'ai vu dans la presse, 93% des gens sont pour. Bon, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'opposition, et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un certain nombre de sujets environnementaux que l'autorité environnementale ou d'autres pointeront. Donc c'est aussi, c'est pas unanime, mais ces phases d'échange, on voit bien, il y a beaucoup de projets qui évoluent après les débats publics CNDP. Tout le monde a un peu peur de rentrer en débat public CNDP parce que c'est long et pas gratuit. Il y a quand même beaucoup de projets où, après le porte-parole, j'ai dit, j'ai changé des choses, et quelque part en étant content. Donc, passer du temps, excuse-moi Véronique, pas perdre, passer du temps en amont pour gagner en aval, j'y crois profondément. Et je crois que tout le monde autour de la table, en tout cas à la table, en est persuadé. Il nous a paru essentiel, vous l'aurez compris, on y a passé un petit peu de temps, de rappeler pour nous, qui que nous soyons, d'où que nous venions, l'importance de cet exercice de la démocratie participative tel qu'il a été déjà présenté, essentiel dans le déroulé et dans la définition du projet, et en particulier des grands projets. Tant d'échanges, d'exercices démocratiques, et bien sûr, enfin, on le constate, par exemple, excusez-moi, objet de clivage, qui fait apparaître des clivages, qui fait apparaître des oppositions. Et en discutant ensemble, on s'est tout de suite, enfin pas tout de suite, mais on s'est dit, ces oppositions apparentes, on essaie d'opposer projet-environnement, on essaie d'opposer environnement social, environnement économie. Est-ce qu'il ne faudrait pas se reposer la question de l'utilité du projet? Est-ce que la réflexion de fond, elle n'est pas là-dedans? Et est-ce que la question qu'il faut se poser, c'est pas la suivante: ces projets sont-ils vraiment utiles? Tous ces projets clivants, tous ces projets qui sont l'objet d'oppositions fortes, répondent-ils à l'intérêt général dans leur objet, dans les modalités qui sont retenues pour les réaliser? Est-ce que quelque part, ces projets concilient-ils bien tous les enjeux environnementaux entre eux, on en a parlé tout à l'heure, les enjeux environnementaux et les autres, ceux en particulier dont je viens de parler. Donc pour démarrer la suite de notre échange sur ce sujet-là, Antoine, je pense que c'est à vous. Merci, oui, nous on le rappelle souvent parce qu'on a tendance à considérer que des fois on l'oublie. L'évaluation environnementale, c'est une procédure de mise en œuvre de principes et de droits qui sont protégés par la Constitution, dans la Charte de l'environnement et dans le Code de l'environnement. Donc l'évaluation environnementale est une procédure environnementale, est une procédure qui a pour objet de protéger le droit de l'homme à l'environnement et de mettre en œuvre les principes de prévention, de précaution, donc de prévention de la destruction, de l'atteinte à l'environnement. Face à ça, on a une diversité de projets. On a des projets privés déjà, qui ne sont même pas des projets qui, a priori, en tant que tels, défendent l'intérêt général. On est dans un monde aujourd'hui, vous avez tous entendu le discours du Premier ministre hier, qui tend à nous dire, enfin moi c'est ce qu'en tout cas j'ai entendu hier, à partir du moment où c'est un projet économique qui crée de la richesse, quelque part, c'est là son utilité publique, et il n'y a même pas besoin de la questionner. Ça crée de la richesse économique, donc à un moment ou à un autre, ça finira par ruisseler sur les bonnes personnes, et donc allons-y gaiement, il n'y a pas de problème. Je me rappelle d'un débat quand on travaillait à l'occasion des États généraux de la démocratie qui avaient été commandés par François Hollande. Et on travaillait sur le sujet justement de l'évolution de la démocratie environnementale. Et il y avait Christiane Lambert, la présidente de la FNSEA, qui nous écoutait parler et qui à un moment a pris la parole et a dit « Mais je ne comprends pas quelle légitimité vous avez à venir questionner mon projet à moi privé. Je suis éleveuse, j'ai un projet industriel, je suis chez moi, c'est ma parcelle, c'est mes choix de développement économique. Je ne comprends même pas pourquoi j'aurais à discuter avec vous de ça. » Donc il a fallu qu'on l'explique que voilà, elle a discuté avec nous parce que son projet peut avoir des impacts environnementaux au-delà de sa propriété privée sur la question des eaux, sur la question de l'air et autres, et que c'est pour ça qu'on a ces évolutions-là.
Donc on en est, moi je suis un peu inquiet aujourd'hui parce que, alors que l'essence de cette procédure, c'est quand même ça, on ne re-questionne presque plus des fois sur des gros projets privés, notamment industriels. Je prends l'exemple agricole parce qu'il est très bon. Des gros projets, on a des fermes-usines qui commencent à revenir sur le territoire, alors même que la loi nous engage dans la transition agroécologique, alors même qu'on a perdu 75% des insectes dans les parcelles agricoles, alors même qu'on a perdu des haies, que les eaux sont polluées, qu'on assiste aujourd'hui aux effets de l'absence de prévention correcte de ces projets-là sur l'environnement. Si c'est des projets publics, qui portent pour le coup des projets publics comme des projets DNR, le sujet est un peu différent. Là, ça va être la question de mise en conflit d'intérêts généraux contradictoires avec des projets publics de développement DNR qui peuvent atteindre la protection de la nature. Pour ça, on avait des garanties qui étaient la raison impérative d'intérêt public majeur en matière de biodiversité. On avait l'intérêt public majeur en matière dans la directive cadre sur l'eau par rapport à la protection des eaux. Et là, on voit aussi qu'on a une déconstruction progressive en disant, mais finalement, c'est un peu à l'environnement de s'adapter. Moi, j'ai un peu l'impression qu'on nous dit ça en ce moment. Bon, ça va, mais il faut qu'on fasse des trucs là, et l'environnement doit s'adapter. Le problème de ça, c'est que on va analyser plutôt l'atteinte à l'environnement acceptable, et on a tendance à oublier qu'on est dans un monde aujourd'hui où il y a une triple crise écologique. Il y a la crise climatique, il y a la crise de biodiversité, avec des destructions sans précédent. On est sur des points de bascule potentiellement, et il y a aussi la crise pollution et déchets qui nous mettent sur des points de bascule particuliers. Donc on ne peut plus aujourd'hui faire comme on a fait il y a 20 ans, il y a 30 ans, ou depuis 20 ans, 30 ans, dire l'objectif de l'évaluation environnementale, c'est de toute façon il y aura des impacts, et on fera en sorte qu'ils soient minimisés, et on va encore aller grappiller un petit peu dans le capital naturel qu'on a. Donc la question derrière tout ça, et je finis sur ça, c'est la question plus globalement démocratique. Encore une fois, c'est qui décide de l'intérêt général ou de l'utilité de quel projet, dans le cadre de quel processus complet, avec quelle redevabilité. On a une redevabilité de la part des décideurs publics, et ça revient sur ce qu'a dit Nicolas tout à l'heure, encore une fois, à quelle échelle ? À l'échelle planificatrice au niveau national, à l'échelle planificatrice au niveau territorial, et après à l'échelle d'autorisation des conditions de mise en œuvre du projet. Alors Laurent, toi la suite. Oui, alors c'est une question très, très, très vaste. Je rebondirai sur ce qui vient juste d'être dit sur les échelles et la planification. Ça ne résoudra pas tout, mais c'est sûrement, à condition que le sommet de la boîte, ou les grandes planifications, et que ça découle, celles qui s'en découlent, un moyen, en tout cas un processus pour discuter et construire une utilité. Ça ne veut pas dire qu'un projet qui correspond à la planification d'en dessus, il est exonéré de tout et que tout va bien. Et inversement, les planifications ne peuvent pas tout prévoir. Mais là, on a des enjeux et c'est pas simple, sous contrôle de mes collègues qui sont les autorités environnementales. Lire une évaluation d'un plan-programme n'est pas simple parce que c'est quelque chose qui est plus macro-méta et les enjeux sont parfois exprimés de manière un peu littéraire. Voilà. Mais là, il y a un axe de co-construction. Si on est dans une idée que la planification ne tombe pas du ciel, point, et qu'elle est co-construite, et donc peut-être d'autres pourraient en parler mieux que moi, des PLUI, des SCOT peuvent être un lieu où ensuite se construisent des espaces pour que des projets apparaissent plus facilement. C'est aussi probablement la question dans ces études de bien démontrer et où se poser les questions, quelles sont les alternatives. Le Code de l'environnement ne dit pas variante, il dit solution raisonnable de substitution, ce qui est compliqué, mais qui est aussi un moyen de s'interroger soi-même, de prouver qu'on a eu la question, d'être aussi ouvert, de dire mais finalement si vous avez regardé cette solution, on dit ah non mais c'est intéressant, on la regarde, c'est un axe qui là aussi est plutôt dans pas mal de projets, plutôt pas mature que trop mature, on va dire. Il y a souvent plus de lacunes que de grande qualité dans ces solutions raisonnables de substitution. Je finirai en disant qu'on a aussi un problème, par exemple, ou un débat, à un moment, comment on peut synthétiser des coexistences d'enjeux, non pas des pondérations, mais des agglomérations. Il y a des référentiels, on a les référentiels pour un certain nombre d'infrastructures. Comment on peut avoir des référentiels qui prennent tout en compte et les alimenter par les bonnes données. C'est pas simple.
Oui, alors la question, c'est quoi l'utilité d'un projet? Alors, je pense qu'on parle souvent de la solution et pas réellement du besoin des territoires. Et ça, c'est quand même une problématique très très forte. Et comme l'a dit Laurent Michel, il faut raisonner maintenant à des échelles plus grandes. Il a été évoqué l'échelle Scott, etc. Et effectivement, ça semble vraiment légitime et vraiment nécessaire. Par contre, il y a toujours ce sujet des temporalités différentes entre tous les projets qu'on ne connaît pas forcément. Tout à l'heure, il a été évoqué les projets privés. Donc, effectivement, la sphère publique va avoir tendance à partager ces enjeux, ces problématiques et ces projets. La sphère privée, un peu moins. Et puis, il y a souvent les secrets industriels, etc., qui font que on n'a pas connaissance de tous les dossiers sur un territoire. Donc, c'est vraiment un sujet, l'échelle. Quelle est-elle? Comment on travaille multipartenaire? Est-ce qu'il y a un lieu de partage de ces projets hors Scott, hors PLUI, justement pour associer d'autres présentations, etc. Premier point. Deuxième point, c'est quoi l'utilité d'un projet? Vous parlez d'une piste cyclable à une association. C'est vrai que tout à l'heure, Antoine Gattet disait qu'il y avait des sachants, ces associations-là. Mais moi, je l'ai vu sur mon territoire, vraiment des débats de fond entre des pratiquants sachant et qui avaient une forte habitude, par exemple, de faire du vélo, donc qui avaient des réflexes. Et puis à côté, vous mettez la mère de famille avec ses enfants qui sont petits et qui savent pas rouler à vélo, donc qui ont besoin de pistes cyclables sécurisées, etc. Et moi, j'ai vu des débats de fond entre ces personnes. Voilà, donc qui est le sachant? Qui peut nous aider réellement à construire ce projet? Et moi, à titre personnel, je crois beaucoup à tous les sujets de convention citoyenne où on forme un certain nombre de personnes, on leur donne les éléments de connaissance, d'approche et d'appréciation des dossiers et on les laisse réfléchir, juger et voir comment on peut évoluer. Je trouve que ça fait des fois perdre du temps, mais comme on disait tout à l'heure, c'est du temps qui sera vraiment gagné ensuite. Et puis, c'est quoi l'utilité d'un projet? On parle aujourd'hui évaluation environnementale et donc des projets qui soient favorables à l'environnement et qui contribuent à la transition écologique et transition énergétique. Moi, je voulais souligner seulement une difficulté aujourd'hui. J'avais jamais vu ça en 30 ans de carrière, de réunion publique où j'avais 300 personnes et plus de la moitié de la salle climato-sceptique. Ça ne m'était jamais arrivé. Et là, aujourd'hui, il y a un vrai sujet là-dessus. Je ne sais pas si c'est un phénomène qui monte en puissance, mais j'ai l'impression, quand je vois ce qui se passe de l'autre côté de la planète. Voilà, donc c'est aussi un sujet. Comment on qualifie l'utilité d'un projet, sachant que les intérêts des uns des autres sont différents. Mais en tout cas, il faut vraiment revenir sur les besoins des territoires. Alors, je dirais qu'on est tous complètement alignés là-dessus, sur le fait de remettre l'utilité des projets au centre. Et par utilité, j'y mets très très vite la notion de fonction aussi. Quand on étend par exemple une autoroute et qu'on la passe en 3 fois 2 voies au lieu de 2 fois 2 voies par exemple, le premier besoin, c'est souvent, notamment à proximité des métropoles, de réduire en fait les problèmes de congestion, etc. Est-ce qu'il y a d'autres moyens? Finalement, en raison en mètres carrés ou en mètres linéaires de nouvelles routes, etc. Il y a des solutions de covoiturage, etc. Donc finalement, un plan de mobilité à l'échelle d'un territoire, c'est vraiment là qu'elle se résonne. Et c'est avec l'ensemble, je dirais, du bouclage, je dirais, entre besoins et fonctions, en fait, à quel service on répond qu'on va pouvoir raisonner. Une entreprise privée comme la nôtre, alors on est beaucoup sur des projets publics en fait, d'intérêt public dans ce qu'on fait dans notre marque, je dirais, de constructeur. Mais effectivement, le modèle économique, on va savoir le trouver en fait. Simplement, ici, je pose la question de l'unité qui donne l'utilité en fait du projet. C'est voilà, est-ce qu'il n'y a pas des redéfinitions de fonctions parfois à réaliser? Et puis, je veux quand même... on a réussi en France, je vais parler d'un exemple sur les JO, le village des athlètes. En fait, on s'est posé la question de créer un quartier futur à Saint-Denis, en fait, avec des écoles, des logements, des bureaux. Et c'est quand même la première fois en France qu'on a développé, en fait, des bâtiments à double permis de construire.
Et donc c'est assez génial parce qu'en fait, quand on se met une contrainte forte, qui sont, il y a les JO, on a un calendrier, on veut mettre l'environnement fortement en tête de la vitrine de ce que la France veut montrer, etc. Mais en créant un quartier pour le territoire, on met en œuvre tous les principes de recyclage urbain qu'on aime bien, mais surtout là, on a réfléchi à des mètres carrés. Il y a des mètres carrés. Ils vont être utiles dans le futur avec du bureau, du logement résidentiel et de façon provisoire pour quelques mois, enfin quelques semaines même, accueillir des athlètes olympiques. Et ça, je trouve que c'est génial parce qu'en fait, quand on se pose ces questions-là, y compris double fonction et intérêt du territoire, on est aussi capable de déplacer quelques petites montagnes administratives. Donc je trouve que ça méritait d'être mentionné aussi. Alors on pourra revenir si vous avez des questions sur les notions d'utilité, intérêt public, particulier, etc. Après. On ne va pas aller plus loin là-dessus, mais donc je me retourne vers vous, Isabelle. Comment peut-on aller plus loin, du coup, pour que cette démarche d'évaluation porte mieux ses fruits, y compris sociétaux, et donc au bénéfice de tous, de tout le territoire. Quelle nouvelle histoire positive avons-nous à raconter ? Et avez-vous à raconter pour démarrer ? Je pense qu'on a tous pas mal de choses à dire et je trouve qu'effectivement la tonalité depuis ce matin de se dire on n'est pas que dans la contrainte et c'est souvent malheureusement comme ça que ça a été pris et il faut positiver et mettre l'opportunité. Moi j'ai envie d'abord de parler des compétences et d'approches intégrées et globales. On ne peut pas séparer les sujets. Donc là même si on se pose la question de l'utilité, mais en fait c'est l'utilité à quel niveau et pour moi le changement climatique qu'on subit doit faire partie aussi des sujets d'utilité. Il est vrai qu'aujourd'hui, il faut d'abord, d'un point de vue un peu technique, en termes de compétences, connecter les méthodes. Parce qu'en fait, aujourd'hui, un bilan carbone, dans une entreprise comme la nôtre, on l'a fait pour le reporting annuel. On l'a fait à l'échelle du projet avec l'ensemble, je dirais, de l'utilité du projet avec ses sous-traitants, etc. C'est une certaine méthode. Et puis à l'échelle, de l'évaluation environnementale territoriale, on va le faire un peu différemment. Je ne pourrais pas déconnecter certains contournements de métropole sans l'ensemble en fait des enjeux. Donc le projet, c'est construire un contournement urbain, etc. Ça se fait bien évidemment à l'échelle. Donc finalement, j'ai 3 périmètres différents pour faire un truc qui s'appelle un bilan d'émissions de gaz à effet de serre ou un bilan carbone, si je simplifie le langage. Donc ça, déjà, il faut réussir à donner de la visibilité là et à correctement articuler. Ensuite, au niveau des différentes compétences, je vais en prendre un qui sort un tout petit peu du champ de l'environnement, mais quand on travaille sur la concertation, pas nécessairement dans des grands projets, mais sur l'éclairage public, et qu'on doit mettre en œuvre des sujets de trame noire. Donc en fait, éclairer moins certaines parties, voire rester dans le noir pour permettre à la faune de pouvoir effectivement revenir en partie dans les villes, etc. Ça se fait entre guillemets au détriment d'une partie de sécurité. Donc en fait, il faut évidemment le travailler avec la population sur des méthodes de concertation, etc., d'expliquer l'utilité pour effectivement les animaux nocturnes et le faire également en prenant l'ensemble des besoins de la population, à quel moment, quels horaires, etc. Et donc on y arrive en mêlant finalement des compétences qui n'ont rien à voir, mais vraiment en se posant ces questions du besoin de l'utilisateur à ces niveaux-là. Et il y a énormément d'autres sujets là-dessus. L'autre, et c'est un peu compétence, mais sur l'innovation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le temps des projets est un vrai frein à l'innovation. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de solutions environnementales techniques. Je peux parler du béton bas carbone, de la mixité des matériaux, de mettre moins de matériaux pour certains ouvrages qu'on construit. On est capable techniquement d'avancer fortement sur certains sujets, de mettre en œuvre des forts taux de recyclés. Et en fait, on se trouve face à des délais de mise en œuvre qui sont parfois indécents. Et donc pour tout un tas de questions qui sont de réticence au changement, de difficultés assurantielles, de normes, etc. Et ça, je pense qu'il faut qu'on continue à ouvrir énormément le champ du possible, simplement en montrant, nous, par les solutions concrètes qu'on apporte. Et c'est vrai qu'un groupe comme le nôtre, on a la capacité d'expérimenter chez nous.
Donc là, en ce moment, on a des travaux de route de recharge à induction, par exemple, sur la 10. Donc, on est maître d'ouvrage, on peut faire les travaux nous-mêmes. Donc en fait, on dit, OK, on expérimente et on aura des retours d'expérience pour savoir si la recharge à induction, quelle place elle prendra effectivement dans l'électrification, notamment des poids lourds. On l'a fait sur plusieurs exemples comme ça, mais en fait, il faut qu'on démultiplie ces démonstrateurs à la manière un peu des Jeux Olympiques, où à un moment donné, on s'est dit, allez, on se dépasse. Et puis, ça montrera à tous, maîtres d'ouvrage, services de l'État, etc., le champ des possibles pour l'intégrer dans les cahiers des charges, parce que c'est quand même ça qu'on attend à la fin tous. Merci Isabelle. Antoine, on est plus sur l'éducation, si je comprends bien, et la planification. Oui, bon, on peut être positif quand même. Hein. Enfin, on a aussi des bons exemples, plein. Quand c'est fait de façon honnête et quand on utilise l'outil correctement et l'instrument correctement de l'évaluation, ça marche parfois très bien. Donc je pense que le vrai sujet, c'est effectivement la question de la sincérité, de la redevabilité, de l'éducation correcte des décideurs publics à tous les niveaux, hein, sur la réalité de ces processus, leur objectif. Moi, je suis des fois dévasté quand j'ai des débats publics locaux sur des projets, exemple sur la mine de lithium dans l'Allier, là, très récemment, sur le niveau de connaissance de certains élus locaux sur ces processus-là. C'est-à-dire qu'ils ne viennent pas du tout chercher ce qu'on est censé leur apporter. Enfin, je suis parfois dévasté de voir ce que font des décideurs publics du résultat d'un débat public. Je suis dévasté de voir ce que font des élus locaux du résultat d'une enquête publique, ou des préfets du résultat d'une enquête publique. Donc je pense qu'il y a besoin de ça, effectivement, d'éducation et de jouer ce jeu démocratique correctement. Si on ne le fait pas, c'est l'outil qui s'use. Le débat public, on a eu les débats sur les EPR, on a en ce moment un débat sur Fessenheim, avec le fait de transformer Fessenheim en une usine un peu particulière de retraitement pour des produits de grande distribution d'éléments radioactifs. Nos associations, progressivement, elles n'ont plus envie d'y aller. C'est-à-dire, on dit, mais au bout d'un moment, on arrête, quoi. Enfin, on a un président de la République qui annonce que des projets vont se faire, on a un ministre de l'économie qui dit on va faire une mine de lithium, et après on ouvre les processus démocratiques. Comment voulez-vous que nous, on intègre les processus démocratiques en disant, écoutez, on a quelque chose à dire ou la décision est déjà prise ? Donc ça, c'est un premier point. Il faut de la sincérité, il faut de la redevabilité, il faut de la bonne compréhension de ces outils-là pour qu'ils marchent. Le deuxième point, c'est il faut aussi pas oublier que ces processus, ils aboutissent pas uniquement à dire oui ou non, ils aboutissent à dire oui dans telles conditions. Et ça marche, et ça peut continuer à marcher, que si le contrôle et éventuellement la sanction du non-respect de la mise en œuvre de ces conditions existe. Et aujourd'hui, sur beaucoup de projets, il n'y a pas de contrôle de la part des services de l'État, il n'y a pas assez de contrôle, et c'est souvent nous, les associations, qui devons faire les constats de l'absence de mise en œuvre des mesures ERC et tout ça, qui devons aller saisir le juge parce que le préfet au courant n'a pas mis en demeure de les suivre et tout ça. Moi, j'ai des dossiers, ça fait 10 ans qu'on sait, qu'on a eu les rapports du fait que les mesures ERC de reconstitution de zones humides ne sont pas mises en œuvre et qu'on n'a toujours pas de mise en demeure et qu'on n'a toujours pas de sanctions administratives. Et ça, les populations, elles ne peuvent plus faire confiance. Si on leur dit, vous inquiétez pas, maintenant on va l'encadrer comme ça, mais que dans la réalité, c'est pas encadré comme ça, ça ne marche pas. Et les associations et les citoyennes et les citoyens, ils sont sur le terrain, ils le voient tous les jours. Un cours d'eau qui a été détruit, une zone humide qui n'est pas restaurée, tous les jours vous passez devant. Enfin, donc tous les jours vous vous dites on s'est fait avoir. Et le dernier élément, et je vais aller très vite parce que ça a été dit, c'est la question de la planification. Effectivement, si on veut y croire, il faut qu'on sache un peu vers où on va. Et je ne reprendrai pas sur tout ce qu'a dit Nicolas, mais je pense que c'est absolument fondamental. Ça a très bien marché sur les ENR, quand on a été voir les gens en disant sur votre commune, on va faire une planification, on va s'interroger. Ça a hyper bien marché. Et nous, nos associations, on était mobilisés sur ça. Effectivement, si on va leur dire maintenant, il faut qu'on le refasse, ça ne marchera pas. Et un tout dernier point, parce que je m'en voudrais de ne pas le dire, parce qu'au titre du Conseil économique et social, j'ai rapporté un avis qui s'appelle « Inégalité de genre, crise climatique, transition écologique ». Le fait d'intégrer des nouvelles problématiques, notamment d'inégalité et d'inégalité femmes-hommes sur ces sujets-là. On a plein d'outils, c'est des nouveaux sujets qui ne sont pas assez intégrés. Je pense que l'étude d'impact mériterait de s'enrichir de ces sujets-là. Vous l'avez dit tout à l'heure sur la question des mobilités avec les pistes cyclables, c'est un sujet sur la question de l'éclairage, c'est un sujet sur l'évolution des activités économiques aussi, puisqu'il y a des activités économiques qui vont disparaître du fait du réchauffement climatique, il y a de nouvelles activités qui vont apparaître, et c'est aussi un formidable moment pour essayer de gagner aussi la bataille de l'égalité.
Pardon, merci Antoine. Sur un autre aspect, beaucoup plus technique de la démarche elle-même d'évaluation environnementale, ou de la démarche ERC, Béatrice, est-ce qu'il n'y a pas des améliorations, des progrès aussi possibles? Oui, alors là, lorsqu'on avait préparé les entretiens, moi j'avais fait part d'un grand projet que j'avais mené il y a quelques années, où on avait mon travail sur l'évitement, la réduction et du sujet de compensation. Et finalement, on s'est retrouvé avec, en tout cas moi, dans une impasse où la compensation, on a eu énormément de mal à la mettre en œuvre. Alors je vous donne par exemple cet élément. On avait un espace, un spot où on avait la succise, qui a un petit végétal, qui est support de nourriture pour un papillon qui est préservé, qui s'appelle le damier la succise, qui est suivi au niveau national en termes de protection. Et donc on avait acquis des terrains, on avait remis cette succise pour avoir l'habitat qui va bien. Et le jour où j'ai dû faire cette compensation, je pensais donner à l'euro symbolique ces terrains au Conservatoire des sites lorrains, puisque ça se passait en Lorraine. Et c'est là que la DRFIP est venue me voir en me disant non, c'est pas possible, vous pouvez pas donner à l'euro symbolique, il faut que le Conservatoire achète ces terrains. Conclusion, le conservatoire n'ayant pas d'argent, même si je lui donnais, ça n'a pas été possible administrativement, donc on arrive à des aberrations. Et c'est là que des gens du voyage sont arrivés sur le terrain et ont dévasté toutes mes plantations de succise. Et conclusion, on est arrivé à une complètement aberration. Et du coup, je me suis toujours posé la question, mais comment on aurait dû faire? Comment on aurait pu simplifier, là, pour le coup, des procédures, faire que ça soit plus fluide, que tous les services de l'État se concertent et soient d'accord pour que, finalement, une compensation puisse réellement être mise en œuvre. Je pense aussi au sujet des banques de compensation. On a des fois des projets, moi ça m'est arrivé, je voulais faire 20 hectares de repeuplement de forêt. 20 hectares. Eh bien, je n'ai jamais trouvé 20 hectares à planter. J'ai interrogé tous les maîtres d'ouvrage sur la Lorraine. Je suis même allée voir les partenaires luxembourgeois allemands, puisqu'on est frontaliers. Je n'ai pas trouvé de terrain. Et c'est là que je me suis dit, c'est quand même vraiment dommage. J'avais l'envie, les moyens et la volonté, et je n'ai pas trouvé physiquement d'endroit où le faire. Et donc, c'est là qu'il faut vraiment raisonner multi-acteurs. Et puis avoir des outils de mutualisation. On peut s'appuyer sur les associations, leur connaissance du territoire, etc. Mais même en le faisant, ça a été impossible sur un projet. Voilà, donc il faut vraiment qu'on travaille à ça. Et puis, si on n'arrive pas à faire des compensations, je me pose la question, c'est, vous savez, la phrase « s'il n'y a pas de problème », s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Moi, je pense que s'il n'y a pas de compensation possible, c'est qu'il n'y a pas de projet. Donc, à un moment, il ne faut pas hésiter à dire « ce projet, on ne va pas le faire ». Parce qu'il n'est pas utile, on ne sait pas le compenser, et conclusion, son impact sera vraiment plus négatif. Et je pense qu'il faut aussi que les maîtres d'ouvrage aient le courage de le faire, sans que l'autorité environnementale, sans que l'évaluation environnementale ou sans que la concertation publique leur envoie en pleine face. Il faut aussi avoir ce courage de le faire. Et puis enfin, dans l'histoire positive, j'ai entendu que mon voisin parlait de projets remarquables sur le traitement des émissions de gaz à effet de serre, sur les îlots de chaleur urbains, etc. J'ai entendu qu'il y avait vraiment des exemples remarquables aussi sur les espaces publics genrés ou pas. Je pense qu'à un moment, il faut aussi qu'on partage ces bonnes expériences pour aller plus vite. Et comme je le disais tout à l'heure dans le premier point, il faut qu'on accélère le temps des projets. Ce n'est pas les procédures administratives qui sont là, qui existent et on s'y est adapté, mais c'est tous ces temps finalement de conception des projets qu'on pourrait raccourcir si on avait vraiment des bons exemples et puis des prérequis et puis des réflexes qui nous permettent d'aller plus vite. Voilà ce que je voulais vous dire. Eh bien, Béatrice aura fait notre conclusion à tous. Avant que vous ne vous... Vous m'entendez? Oui. Merci. Merci. Avant que vous ne vous leviez, ça peut être le moment d'accueillir quand même quelques questions ou réactions, bien sûr. Présentez-vous toujours. Alors, je commence ici.
Oui, Serge Muller, membre associé de l'autorité environnementale, ancien président du Conseil national de la protection de la nature. Alors je ne sais pas s'il y a des projets parfaits, mais on peut essayer d'y tendre tout de même. Et pour cela, un point qui me paraît essentiel, c'est d'avoir une connaissance suffisante au préalable, à l'amont, des enjeux environnementaux, pour ce qui me concerne, de la biodiversité sur les sites. Donc d'avoir une connaissance, de faire les inventaires, de prévoir les inventaires pour pouvoir, avant le lancement d'un projet, donc avoir cette connaissance suffisante, que ce soit des inventaires de ZNIEF, zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique, qui en est une cartographie, et même au préalable, d'avoir réalisé des études suffisantes sur le territoire. C'est pas ce qui peut nous éviter à ce moment-là de découvrir lors de l'étude d'impact qu'il y a des enjeux qui sont très importants et que le projet, que la démarche éviter, réduire, compenser ne peut pas aboutir, comme l'a bien dit Béatrice Agamemnon, qu'on n'a pas suffisamment de terrain possible par rapport à une compensation. Donc avoir une connaissance à l'amont, et pour cela aussi, c'est un point, ce sont des structures qui n'ont pas été évoquées, c'est pour ça que j'ai dit que j'étais ancien président du CNPN, rappeler le rôle des conseils scientifiques régionaux du patrimoine naturel au niveau des régions et du CNPN au niveau national, qui ont aussi la responsabilité, en plus des MRAE et de l'autorité environnementale, d'évaluer les impacts des projets sur la biodiversité et les espèces protégées en particulier. Voilà. Si je peux seulement me permettre, pour rebondir sur ce qu'a dit Serge Muller, on a des fois des grands projets. Alors, il y en a un qui connaît bien, qui était la 31 bis en Lorraine, un projet largement contesté. Et bien, en tout cas, sur l'environnement, il aura eu un point positif, c'est qu'on a fait un inventaire sur 110 km de longueur, inventaire à l'échelle du kilomètre, voire 100 mètres donc par casier, et on a trouvé plusieurs espèces qui ont pensé disparues, notamment une espèce de violette blanche. Voilà, on n'a pas donné où c'était parce que c'est un spot rarissime, mais en tout cas, moi, ça aurait servi à ça. Donc moi, je crois beaucoup à ces inventaires, et puis dans le cas de ces grands projets, il y a tellement d'argent en études, on peut se permettre de le faire. Et je voulais juste ajouter que sur ces inventaires, Serge, il y a aussi l'inventaire peut être aussi l'occasion de processus démocratiques. On a un outil formidable qui s'appelle les atlas de biodiversité communaux, et Xavier Lebert-Laben le connaît bien parce qu'il l'a mené par exemple sur sa commune avec... Si, tu avais commencé qui sont des ABC ou autres instruments, mais qui sont des instruments participatifs dans lesquels on associe l'ensemble des personnes, l'ensemble des associations, les chasseurs, les pêcheurs, les naturalistes, les randonneurs, et puis les citoyennes, citoyens lambda, en disant on va collectivement connaître nos territoires. Moi, je le fais samedi matin, là, sur ma commune, avec le Conservatoire d'espaces naturels. Et si tout le monde connaît son territoire et repère où sont les fragilités, les zones humides, pourquoi c'est un espace protégé, quelle espèce il y a dedans, ça change complètement l'appréhension après globale de territoire. Et quand on a les processus participatifs liés à un projet, tout le monde est déjà sensibilisé à ces sujets-là. Merci beaucoup. Il y a 2 prises de parole. Allez-y, madame. Merci beaucoup. Alors, Mariem Boubfal, docteur en environnement et chef de projet environnement chez CETEC International. Vous avez posé une question qui interpelle beaucoup de questions. Peut-on concevoir des projets parfaits? Peut-on aménager sans dégrader? Moi, j'ai envie de vous retourner 3 séries de questions. Qu'est-ce que finalement un bon projet de développement? Je vais raccourcir, mais ils ont pris le temps d'expliquer, de nous partager beaucoup d'expériences. Donc, il faut qu'on puisse discuter de tout cela aussi. Je vais faire vite. Donc, qu'est-ce que finalement un bon projet de développement? Est-ce que c'est un projet qui répond à ces objectifs de développement de manière satisfaisante, en se passant de quelques dégâts, donc qui peut se permettre quelques dégâts sur l'environnement et sur le social. J'insiste sur la dimension sociale. Est-ce que aussi, on peut dire, c'est un projet qui doit être tout à fait irréprochable sur le plan environnemental et social, en limitant ses risques et ses impacts environnementaux et sociaux, ou au contraire, est-ce un projet de développement qui répond à ses objectifs de développement, qui maîtrise ses risques environnementaux et sociaux et qui minimise et compense ses impacts environnementaux et sociaux.
J'aimerais aussi qu'on revienne sur cette question de justice sociale, d'asymétrie par rapport aujourd'hui à un fait qui nous concerne tous. On est aujourd'hui, ou peut-être dans 20 ans ou dans 10 ans, on y est presque, on sera 50% d'habitants à peupler les villes. Donc les villes grandissent, il y a un étalement urbain et il y a toujours cette question, je me rappelle, dans les premiers cours de géographie urbaine, on nous parlait de l'opposition entre villes et espaces ruraux. Donc, on est encore au cœur de cette question. Malheureusement, les villes et les besoins de développement et de transition énergétique et de transition écologique aussi sont consommateurs d'espace. Où on peut trouver ces espaces? Malheureusement, c'est dans les milieux ruraux. Et dans ces milieux ruraux-là, ils ne veulent plus accueillir des projets de transition écologique. Je rappelle juste l'exemple que j'ai vécu à Dakar à mes débuts en évaluation environnementale. J'étais stagiaire à la direction de l'environnement. Et donc, la première audience publique qu'on a faite, c'était dans le cadre d'un projet d'autoroute à péage qui donc avait, c'était aussi un projet d'aménagement. Et on devait délocaliser ou, disons, aménager un centre d'enfouissement technique. Parce que Dakar, en 2010, n'avait toujours pas de système de traitement des déchets convenable. Donc, c'était une décharge à ciel ouvert sur un ancien lac qui s'est asséché et il y avait une tendance donc, à un cumul pluviométrique largement favorable. Et donc, il a fallu réaménager cet espace et on a trouvé une commune, donc l'étude d'impact d'ailleurs avait abouti sur cette conclusion. Mettez ça, le centre d'enfouissement technique, c'est des technologies propres dans la commune de Sindia. La commune de Sindia, c'est une commune qui est en train d'être phagocytée par la ville de Dakar. Et donc, on est parti avec la toute puissante ministre Aminata Niane, avec la directrice de l'environnement en 4x4. Donc, on était tous très bien, très contents d'aller vers la population, leur apporter un projet innovateur. Oui, le centre d'enfouissement technique, c'est une nouvelle technologie, mais on nous a lapidés. Donc, on nous a dit, retournez d'où vous voulez, on ne veut pas de la poubelle de Dakar. Aujourd'hui, ce sont des questions, c'est des questions de not on my backyard. On ne peut plus se permettre de mettre donc, des infrastructures, même si elles sont propres. C'est des technologies propres. Donc, dans l'objet de développement, ce qui revient à l'objet de développement, ça peut être un projet qui répond à des objectifs précis, mais quid donc de cette justice? Et est-ce que ce projet maîtrise tous les risques environnementaux et sociaux? Une dernière question à l'autorité environnementale. Alors, c'est un peu confus dans ma tête. Quel est le statut de l'autorité environnementale? Je sais que dans les pays en développement, c'est surtout une direction en charge de l'environnement ou bien un service en tout cas qui est consacré, qui a ses démembrements au niveau régional. Mais en France, je comprends pas trop quel est le statut de l'autorité environnementale. On voit beaucoup cela et ça permettra de répondre et d'avoir un peu plus, en tout cas, de compréhension par rapport à cette question. Merci beaucoup. Bon, merci pour vos questions, madame. Pour les deux premières questions, on se regardait tout autour et on se disait, mais vous nous avez apporté les réponses dans vos questions. Donc, je pense qu'on est tous d'accord par rapport à ce que avec ce que vous proposiez. Pour la troisième question, on pourra revenir dessus, on va avoir du temps après, on se voit toute la journée, vous inquiétez pas. Laurent Michel. Alors, je ne sais pas si je suis capable de répondre clairement et rapidement à cette question. C'est une obligation statutaire. D'abord, l'autorité environnementale, déjà, elle existe sous des formes diverses dans divers pays d'Europe. Chaque pays n'a pas un modèle unique imposé par la législation européenne. Donc, ce que je dis est valable dans le temps et de l'espace de la France. Hein, alors, et dans le temps aussi, ça a pu changer en France, hein, et ça changera sûrement. L'autorité environnementale est un ensemble d'entités, j'y reviendrai, qui ont, avant de dire quelle est leur mission, c'est d'émettre, la mission principale, il y en a d'autres, mais d'émettre un ou des avis à des phases amont des projets pour éclairer le maître d'ouvrage, le décideur et le public, donc en général, avant les phases d'enquête publique. Donc, nous ne sommes pas, ça c'est ce que nous sommes, nous ne sommes pas d'autres services qui
ont des travaux assez proches sur le plan technique, qui sont les services instructeurs qui proposent les décisions. Donc il y a une séparation, on va dire, de services. C'est la première chose à retenir de l'organisation française. Et en termes d'organisation administrative stricto sensu, il y a trois types d'autorités environnementales. Une dite l'autorité environnementale ministre qui s'occupe d'un certain nombre de projets gérés par d'autres ministères que celui de l'environnement. L'autorité environnementale dite nationale et les missions régionales d'autorité environnementale, qui sont une dans chaque région. Nous sommes tous, entre l'autorité nationale et les missions régionales, au sein de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable, où nous avons une formation collégiale, chacun. Véronique, présidente de la MRE Auvergne-Rhône-Alpes, Sylvie Drassal, qui va parler ensuite, est à la mission régionale d'Île-de-France, et ainsi de suite. Chacune, et ainsi l'autorité nationale, nous avons un collège qui, avec un certain nombre de supports, prépare et émet les avis, et nous exerçons cette fonction en indépendance à l'intérieur de l'inspection générale. Alors, le chef de service d'inspection générale ne nous donne jamais d'instructions sur les dossiers, donc nous sommes une vingtaine d'entités à l'intérieur de l'inspection générale, et il a été jugé à un moment que, évidemment, il est important qu'il y ait des missions régionales. On ne peut pas avoir une entité qui fasse des milliers de dossiers. Au total, on émet entre le national et le régional 5000 avis par an, presque. Donc c'est considérable, et donc important que nos collègues soient très impliqués dans les territoires. Pareil, on pourra, dans la suite ou à la pause, expliquer plus en détail qui on est, etc. plus. Juste pour revenir sur une de vos questions quand même, nous avions conclu par le projet parfait. Qu'il soit petit ou grand, c'est celui répondant aujourd'hui à un besoin dont l'utilité et l'intérêt sont partagés à son échelle par tous et toutes, conciliant les différents enjeux, notamment environnementaux. Dans le cadre d'une démarche évaluation environnementale, pour ce qui concerne l'environnement, proportionnée à sa taille et ses enjeux. Voilà. Ce qui ne se traduit pas par ne rien faire, pas du tout. Voilà. Les progrès étant hétérogènes, comme cela avait été dit. Voilà. Merci beaucoup. J'ai le très mauvais rôle de frustrer, mais l'heure avançant, je vais vous proposer peut-être qu'on passe à la table ronde suivante, et ce qui n'empêchera pas que des questions qui peut-être ont émergé dans ce premier temps reviennent. Vous voyez que voilà, nos sujets, on les a travaillés déjà dans la semaine. Voilà. Je vous propose juste qu'on passe à la table ronde suivante pour voilà. Peut-être pour la prochaine. Merci. Laisse-le là, c'est pour l'enregistrement. Pardon ? Non. S'il vous plaît, c'est juste une petite doléance. Je crois la collègue, pour mes préoccupations, elle est revenue là-dessus. Un projet, c'est une problématique sur laquelle, venant des communautés dans une région ou d'un territoire donné. Ça, ma doléance s'adresse à madame, à ma droite. Agamemnon. Oui, par rapport à la compensation, l'environnement est mondial. Bien sûr. Oui, je viens de l'Afrique, je viens du Bénin, il y a des communautés, il y a des individuels qui souhaitent bien avoir des accompagnements pour reboiser des espaces, pour reboiser 50 hectares, 100 hectares. Moi, je vous tends la main pour que les ressources, quelle soit leur taille, nous puissions investir pour l'environnement au Bénin avec les moyens de compensation qui sont à la traîne avec vous. Merci. Je note et puis je relayerai au ministère de la Transition écologique cette autorisation.